Ja, vielen Dank. Bin sehr dankbar auch für die Möglichkeit, unsere Studie. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant d'avoir l'occasion de vous faire part des résultats de notre étude et de l'impact des changements climatiques sur les conflits entre les objectifs de gestion de l'eau en Suisse. Zunächst Tout d'abord, là encore, la question sur Mentimeter. Je la laisse s'afficher un instant pour que vous puissiez scanner vos réponses. stark hat sich die Donc, Gemüseauflage de quel pourcentage la surface irriguée des cultures maraîchères en Suisse a-t-elle augmenté entre 2012 et 2017 sur cette période de 5 ans? Petite remarque d'ailleurs, il n'y a pas de données plus récentes malheureusement. C'est malheureusement là aussi un problème que nous avons en Suisse. Dans beaucoup de domaines, il nous manque des données récentes. Was haben wir gemacht? Alors, qu'avons-nous fait? Voici notre rapport sur la gestion de l'eau dans le cadre des changements climatiques. Das ist eigentlich eine Literatur. Alors, il y a tout d'abord eu une étude de la littérature qui a été faite avec une très large perspective, avec un très grand recul. Nous avons centré notre attention sur les demandes sociétales en matière d'eau et sur les aspects d'utilisation et de protection. Nous nous sommes demandé comment cela influait sur la gestion actuelle de l'eau et quelles seraient les perspectives à l'avenir. Quelle est l'influence des changements climatiques sur les utilisations et sur les aspects de la protection, donc protection contre les crues et protection des cours d'eau. Sind neue Y a-t-il de nouveaux conflits d'objectifs auxquels il faut s'attendre entre les différentes utilisations? Nous avons regardé donc les impacts mutuels des différentes utilisations de l'eau. Et enfin, nous nous sommes demandé s'il fallait donc ajuster les réglementations en Suisse par rapport à la gestion de l'eau. ein Kapitel. Il y a chaque fois un chapitre pour chaque utilisation, donc il y a 10 chapitres au total. Nous avons tout d'abord regardé quel était le statu quo, comment les eaux sont-elles utilisées aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des changements que nous pouvons observer du fait du changement climatique en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, quels sont les scénarios pour l'hydrologie de l'avenir avec ou sans protection du climat. Et nous avons également regardé non seulement les impacts du changement climatique, mais également l'influence des changements socio-économiques attendus sur les eaux. Comment est-ce que la société évolue, évolution démographique, etc. Et quelle influence tout cela a-t-il sur les utilisations et sur les éventuels conflits d'objectifs? Il y a 10 chapitres, comme je l'ai déjà dit, donc vous serez certainement d'accord pour que je n'aborde pas en détail les 10 chapitres. Je parlerai de deux, l'approvisionnement en eau potable et l'agriculture, et je n'aborderai les autres que de façon ponctuelle. Wenn wir uns also aus einer Si l'on regarde donc avec un certain recul l'impact futur sur les cours d'eau en Suisse, eh bien, on constate d'une part le changement hydrologique, illustré très bien par le projet CH 2018. Et nous voyons également qu'il y a déjà des attentes de la société qui ont un impact. Et troisièmement, nous voyons que la société, elle aussi, s'adapte au changement climatique. Donc c'est une interaction qui résulte de ces trois composantes. Regardons d'un peu plus près la thématique de l'eau potable. Si l'on regarde ce graphique, eh bien, au cours des 50 dernières années, la consommation d'eau a baissé. Et on voit d'ailleurs également qu'il n'y a pas d'énormes changements en ce qui concerne la disponibilité des eaux des lacs et des cours d'eau. Cependant, dans les années très chaudes, et surtout on a ce type d'évolution d'année en année, on voit que l'approvisionnement des sources dans les régions alpines est en recul et les périodes de sécheresse longues ont un impact sur le niveau des eaux souterraines. Donc il y a différents éléments à prendre en compte. Deuxièmement, il ne faut pas seulement regarder les quantités d'eau utilisées en moyenne qui sont disponibles, mais il faut également couvrir les pics de consommation. Ça, c'est décisif donc pour les infrastructures qui vont être construites et leur dimensionnement. Il faut chaque fois pouvoir couvrir la consommation de pointe chaque heure. Nous voyons que cette consommation de pointe au cours des dernières années, surtout les années chaudes, ont fortement augmenté puisqu'il y a des remplissages de piscines, d'arrosage de jardins, etc. à prendre en compte. Dans les régions où l'approvisionnement en eau de par l'aménagement est possible se fait bien, mais il faudrait voir comment amortir les pics et qu'est-ce que sont les mesures que l'on pourrait engager pour amortir ces pics? Récupération de l'eau de pluie, tarification par exemple, recommander aux personnes de mettre en place des jardins qui ont besoin de moins d'eau, etc., etc. Les ressources en eau potable ont également une composante qualitative dont il faut tenir compte. Il y a des zones de protection autour des captages d'eau souterraine visant à fournir l'eau potable. Vous voyez ici à gauche la situation en 1962 et à droite la
situation actuelle en ce qui concerne les captages d'eau. De plus en plus, les captages d'eau se situent dans des zones où il y a des constructions et où il y a des aménagements, et donc il n'y a plus véritablement une protection de ces zones qui est assurée. Lorsque l'on veut aller dans des zones du territoire qui sont moins utilisées en dehors des zones urbaines, on voit qu'il y a de moins en moins de zones de protection où l'on peut mettre en place des captages. Donc c'est de plus en plus compact et il est de plus en plus important pour l'eau potable que l'aménagement du territoire définisse les bonnes priorités pour garantir l'approvisionnement en eau potable. Voici maintenant une photo aérienne qui permet de voir ces stations de pompage qui autrefois étaient en pleine verdure et qui maintenant sont entourées par des constructions. Il y a d'autres éléments à prendre en compte du fait de ces zones urbaines, les polluants notamment qui sont donc de plus en plus présents. C'est dû également à l'utilisation intensive des terres, de la culture des terres arables. Il y a davantage de nitrates par exemple, et au cours de ces dernières années, il y a eu également une alerte qui a été lancée, un produit de dégradation d'un fongicide, chlorothalonil, qui s'est retrouvé dans des nappes phréatiques. Et cela concernait environ 1 million d'habitants. Donc, il n'y a pas d'option de reflux parce qu'on trouve partout cette substance et il n'y a pas de méthode de traitement. Donc, on voit que la prévention est extrêmement importante, de même qu'une planification sur le long terme. Il y a également quelque chose que l'on sous-estime parfois, une concurrence autour de l'utilisation des eaux souterraines. Je l'ai illustré ici sur ce graphique en utilisant l'exemple du Zélint entre Bienne et Berne. Là, on voit très très clairement qu'il y a différents conflits. On voit le nombre de points. En bleu clair, c'est l'irrigation. En orange, les pompes à chaleur pour le chauffage. Et il y a un peu d'eau potable, vous le voyez en gris. On voit en tous les cas un conflit dans l'utilisation et de ces eaux. Maintenant, si on regarde la vue d'ensemble de l'approvisionnement en eau potable, eh bien, on voit que les ressources sont de moins en moins fiables, il faut le reconnaître, que la société s'adapte. Donc, on a des pics de consommation qui sont plus importants. Et en même temps, les eaux dont nous prélevons l'autre eau potable sont de plus en plus soumises à des contraintes par des polluants et autres. Maintenant, regardons un petit peu l'agriculture. Il est évident que des températures plus élevées et des sols plus secs induisent une demande en eau plus élevée pour les plantes. Et d'autre part, la disponibilité des eaux souterraines diminue. Cela veut dire pour l'irrigation dans l'agriculture qu'une expansion substantielle n'est plus possible ou alors au niveau très local. Les recommandations sont les suivantes. Lorsque l'on arrose, il faut avoir une irrigation plus économique, c'est-à-dire qu'il faut moins arroser. Il faut choisir des cultures, des sols qui préservent l'eau et un choix de culture et de variétés tolérantes à la chaleur et à la sécheresse. L'objectif est de garantir la production agricole sans pour autant devoir prélever davantage d'eau sur nos réserves en eau. Car, on le voit très bien sur ce graphique, le prélèvement dans les eaux de surface durant les années de sécheresse sont déjà très fortement limités. Dans beaucoup de cantons, il a même fallu promulguer des interdictions ou des interdictions partielles en 2015 et en 2018, par exemple, qui étaient particulièrement caniculaires. Le besoin d'irrigation est réglable, ajustable. Ça, c'est un point très, très important. Là aussi, on peut regarder l'exemple du Zélint. On a les résultats d'une étude de 2018. Le réchauffement a une influence importante. Si vous regardez le graphique du haut, vous voyez la zone en pointillé sur la partie droite du graphique qui montre l'évolution de la consommation d'eau avec une exploitation agricole qui perdure telle qu'elle. Et ce que vous voyez avec une exploitation plus intense, c'est ce que vous voyez en bas. Donc, on voit là qu'il y aurait également une consommation d'eau beaucoup plus importante. Cela pourrait être x10 ou x20. Et ça, ce sont des quantités d'eau que nous ne pouvons pas mettre à disposition. Donc, c'est très important. Quelles sont les cultures que l'on plante et comment est-ce qu'on les cultive? L'irrigation sur la voie du conflit, je pense que oui, car nous voyons d'ores et déjà que les zones irriguées s'étendent. La production de légumes, la production maraîchère a augmenté de 24% sur la période considérée de 2012 à 2017. La production fruitière également investit dans des cultures intensives avec irrigation. Nous voyons qu'il y a de nombreux projets d'irrigation qui sont en cours ou qui sont prévus. Il y a de plus en plus de prélèvements sur les rivières, les lacs et les eaux souterraines. Et il y a peu d'adaptation et beaucoup d'expansion des capacités d'irrigation. Donc, les conflits d'objectifs vont probablement augmenter et il va falloir
pouvoir engager des mesures. Maintenant, si l'on regarde la vue d'ensemble en ce qui concerne l'irrigation, eh bien, on voit que d'une part, il y a moins d'eau qui sera disponible du fait du changement climatique pour l'agriculture. Et par ailleurs, on voit que la société, l'agriculture s'adapte et demande de plus en plus d'eau. Donc, les utilisations s'étendent. Et il faut tenir compte du fait qu'il ne doit pas y avoir de conflit par rapport à l'eau potable. Donc, il faut qu'il y ait une quantité minimale qui soit présente pour garantir l'eau potable. Voici en ce qui concerne ces deux thèmes que je souhaitais aborder un peu plus en détail. Maintenant, quelques amuse-bouches pour vous dire pourquoi cela vaut la peine de regarder ce rapport de 400 pages. Et je vais l'illustrer sur la base de 4 thèmes pour que vous sachiez ce que vous trouvez encore dans ce rapport. En ce qui concerne l'hydroélectricité, c'est un chapitre que j'ai réalisé avec Thomas Pescher de l'AVSL. Eh bien là, de par la limite de neige qui augmente et les précipitations hivernales, il y aura davantage d'eau qui sera disponible durant l'hiver et cela est bon. On pourra produire davantage d'énergie lorsque les prix sont plus élevés et les ventes plus élevées. Mais il faut tenir compte également du fait qu'il y aura une diminution des réservoirs de neige et de glace et donc la dépendance par rapport au régime actuel des précipitations augmente. Donc en hiver aussi, il pourra y avoir des périodes de sécheresse qui auront un impact sur l'hydroélectricité. Un point qui reste en suspens ou qu'il faudra étudier, c'est que se passe-t-il lorsque les glaciers disparaissent ou lorsque les lacs glaciaires diminuent? Est-ce qu'on devrait les rendre utilisables pour l'hydroélectricité, oui ou non? Un deuxième thème que je souhaite aborder très brièvement et qui est souvent sous-estimé, c'est le refroidissement et le chauffage avec l'eau. Nous en avons entendu parler pour les lacs et en partie pour les cours d'eau et l'eau souterraine. L'eau est un moyen de refroidissement excellent, un bon agent de refroidissement, mais il y a certaines limites pour les rivières comme pour les lacs. Pour les rivières, c'est très clair, il ne faut pas dépasser les 25 degrés comme température de l'eau et dans beaucoup de cas, cela empêchera une extension de l'utilisation par rapport à ce qui se fait actuellement. Et dans les lacs, qui sont aussi souvent utilisés pour le refroidissement, eh bien, il faut voir à ce que le retour d'eau chaude n'influence pas trop la stratification en été. En ce qui concerne les eaux souterraines, de manière générale, vous l'avez vu sur l'exemple du Zélande tout à l'heure, il y a énormément de prélèvements différents avec également des apports en nutriments et donc une concurrence avec l'approvisionnement en eau potable. Quelques points en lien avec le tourisme. Ici, c'est un chapitre d'Emmanuel Reynard et de ses collègues de l'Université de Lausanne. Ce sont eux qui ont rédigé ce chapitre. Donc tout le monde va se demander, mais qu'en est-il des sports d'hiver? Eh bien là, la réponse est très claire. Les sports d'hiver, si la température augmente, devront augmenter en altitude. L'enneigement est cher et en partie, il y a trop peu d'eau. Il y a une concurrence trop forte avec l'eau potable, donc il faut exclure en partie cela. En été, eh bien, c'est bien pour le tourisme car les hautes altitudes deviendront plus attrayantes en région de la fraîcheur et il y aura donc une pression accrue sur les rivières et les lacs. Ça, c'est le côté plus négatif. Un thème qui a été traité également comme chapitre à part entière, c'est la gestion des eaux transfrontalières. À mon sens, c'est la première fois que l'on a une vue d'ensemble sur cette thématique et sur les 4 fleuves qui sont visés, il y a beaucoup d'intérêts communs. La question de la qualité, après 50 ans de collaboration, est relativement bien réglementée. Ce qui est plus difficile, c'est la gestion des défis, surtout pour le lac Majeur et le lac Léman. Donc, ces lacs. Les intérêts à l'étranger et les intérêts en Suisse sont contradictoires en ce qui concerne cette gestion des défis, des débits. En Suisse, on veut remplir les lacs et à une période où les Français en ont besoin pour le refroidissement, ou les Italiens, enfin bref. Donc il y a des conflits d'irrigation qu'il va falloir clarifier si l'on veut pouvoir gérer cela. Globalement, que peut-on dire? Le changement climatique frappe des eaux qui sont déjà sous pression. On ne peut pas dire que le changement climatique se fasse dans l'intérêt de notre gestion des eaux. Nous avons une forte intensité d'utilisation du sol dans de nombreuses régions en Suisse.
2010. Cela a un impact direct sur les eaux, prélèvement d'eau, apport de polluants et rives des rivières et lacs dégradés, continuité de cours d'eau, équilibre du lit et tout. Nous l'avons déjà entendu. Comme les cours d'eau sont déjà pollués, eh bien, le changement climatique vient s'ajouter en plus de cela et ajouter une contrainte supplémentaire. Il faut donc tenir compte de ces interactions. À mon sens, il y a une nécessité d'agir. Il faut faire en sorte que la planification de la gestion de l'eau et la protection des cours d'eau soient revues et ajustées. Nous voulons garantir que l'on pourra continuer à utiliser l'eau à l'avenir et à long terme et que l'intégrité et la vitalité de nos eaux soient préservées. Pour les aspects en lien avec le changement climatique, nous avons maintenant une très bonne base grâce à Hydro-CH 2018. Mais ce que nous n'avons pas suffisamment considéré, à mon avis, ce sont les contraintes qui pèsent sur les eaux du fait des prélèvements d'eau, de l'apport de polluants et de l'hydromorphologie. Quelle est la nécessité d'adapter la protection des eaux? C'est encore une question en suspens. Je voulais ajouter encore, c'est très important à mon sens, qu'une gestion efficace de l'eau n'est possible qu'avec une connaissance approfondie de l'utilisation de l'eau. Il faut pour cela beaucoup de données. Et lorsque nous avons rédigé ce rapport, c'était surprenant de constater à quel point, en ce qui concerne les utilisations des cours d'eau, on manque de données. Nous ne savons pas grand-chose sur les quantités d'eau qui sont utilisées pour l'irrigation, le refroidissement, l'industrie. Nous ne savons pas où il y a des polluants qui pénètrent directement dans l'environnement. Nous n'avons même pas de registre sur l'utilisation des pesticides et des engrais. Donc, il est très difficile de réagir et d'optimiser. Nous devons mieux connaître les influences socio-économiques sur les eaux. Et notre rapport montre quels sont les points en suspens sur lesquels il va falloir compiler des données. Donc, je le disais, le changement hydrologique a été bien exploré à travers Hydro-CH 2018 et l'adaptation de la société au changement climatique est également déjà bien étudiée, mais les influences existantes sur les masses d'eau doivent être mieux étudiées de façon plus systématique surtout. Maintenant, la bonne réponse à la question Mentimeter, la voici. Et je souhaite ajouter qu'à mon sens, Hydro-CH 2018 n'est pas un point final. C'est au contraire un tremplin. Il va falloir poursuivre les travaux. Il faut faire en sorte que les contraintes qui pèsent actuellement sur les eaux et qui seront renforcées par le changement climatique soient prises en compte par les réglementations sur la gestion des eaux en Suisse. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Klaus Lams. La solution, c'était en orange. Vous avez vu, comme la fois d'avant, la majorité s'est gourée. Mais bon, quand on se trompe, on apprend. Plusieurs questions viennent de tomber. Je commence par la dernière qui vient de tomber. La voici. Est-ce que l'on a calculé comment l'utilisation modifiée des eaux, par exemple du fait de l'irrigation, impactera les débits et comment est-ce que les effets climatiques directs vont... comment est-ce qu'on peut faire le départ entre les effets directs des changements climatiques et les effets indirects? Alors, on n'a pas étudié directement les prélèvements dus à l'irrigation. On ne sait pas exactement combien, d'ailleurs, est prélevé pour l'irrigation. On sait pour certains aquifères comment une irrigation accrue aura un effet sur l'aquifère, mais de façon générale, on n'a pas mesuré comment l'irrigation, de façon concrète, aura un effet sur, par exemple, le niveau des nappes phréatiques ou les débits. Enfin, tout ça a été étudié, mais de façon très superficielle ou insuffisante. Est-ce que c'est les connaissances qui font défaut ou les données? En fait, l'un conditionne d'autres, sans donner pas de connaissances. Donc on peut dire que Hydro-CH 2018 pourra relancer la recherche là-dessus? Oui, tout à fait. À mon sens, il est évident que dans de nombreux domaines, alors bon, ça concerne l'irrigation, on ne sait pas qui irrigue, combien on irrigue, il n'y a pas de données. Aucun canton n'est capable de dire combien d'eau on prélève pour irrigation, qui irrigue. Pour l'eau industrielle, on ne le sait pas non plus. Il y a un seul canton, le canton de Bâle-Campagne, qui a un bilan détaillé des prélèvements pour l'eau industrielle. Les autres cantons ne savent pas. Donc là,
Enfin, la Suisse, c'est un peu le château d'eau de l'Europe, donc ça donne une sécurité trompeuse du genre on a plein d'eau, c'est pas la peine de voir combien on prélève. Ok, question suivante. Qu'est-ce que l'on peut apprendre en s'inspirant de l'exemple d'autres pays qui ont déjà une vaste expérience en matière de sécheresse? Mais bon, peut-être qu'on ne va pas parler sécheresse tout de suite, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a d'autres États qui ont déjà étudié de façon plus détaillée, justement, qui prélève combien pour l'irrigation? Oui, oui, oui. L'Union européenne, il y a une directive cadre pour l'eau depuis 10 ans, au moins dit qu'on doit mesurer et savoir qui consomme combien d'eau. Simplement, la Suisse n'a pas suivi jusqu'à présent. Et effectivement, il y a un correctif nécessaire là, parce que ne serait-ce que calculer, on sait combien d'eau potable on consomme. Là, on a un bilan détaillé, mais pour les autres utilisations d'eau, il n'y a pas de bilan chiffré. C'est très insuffisant, les chiffres. Alors, je reprends la question texto. Donc, la question de ce que la Suisse peut apprendre par rapport à des pays qui ont déjà une plus grande expérience en matière de gestion des sécheresses. Réponse. Bon, il y a pas mal de leçons à tirer au niveau de l'approvisionnement en eau potable, en matière d'irrigation. Pour ce qui est de l'agriculture, on peut irriguer de façon plus économe, mais on peut également mettre en culture des surfaces qui n'ont pas besoin d'irrigation du tout. Il y a beaucoup d'expériences à tirer de ce que font d'autres pays. Israël, par exemple, c'est un vaste désert à quelque part, et ils arrivent à s'en sortir en consommant beaucoup moins d'eau. Mais on n'est pas obligé de s'inspirer tel quel de l'exemple d'États comme Israël, mais on pourrait déjà s'intéresser à ce que font les autres et peut-être s'inspirer d'un certain nombre d'exemples utiles. Alors pour ce qui est d'autres États, s'ils sont beaucoup plus avancés ou s'ils sont dans des situations hydriques plus extrêmes, on pourrait effectivement voir ce qui mériterait d'être adopté. Mais en fait, le vrai problème, c'est la prise de conscience ici. Ce n'est pas tellement de savoir les autres font mieux que nous, c'est est-ce qu'on est obligé de s'inspirer de ce que font les autres? Tant qu'on se dit dans sa tête, mais non, on est le château d'eau, on n'aura jamais besoin d'économiser l'eau, c'est assez difficile de sauter le pas. Et vous avez l'impression que c'est toujours cette mentalité qui prévaut? Oui, un peu, ouais. Oui. Oui, quand même, hein, c'est ce qu'on perçoit. Alors, autre question, quelle est la responsabilité de la population au niveau de l'utilisation et de la consommation d'eau? La population a une influence directe sur sa consommation d'eau, évidemment. Alors déjà, il s'agirait de voir comment on agence son jardin. Est-ce qu'on a besoin de terrain de golf? 200 mètres carrés de gazon de type terrain de golf, c'est une consommation d'eau énorme au niveau d'un jardin pour un particulier. On peut jardiner autrement, agencer les jardins autrement, cultiver autre chose. Il y a également une influence indirecte à travers le régime alimentaire majoritaire de la population. Si on achète des denrées alimentaires obtenues grâce à l'irrigation, ce n'est pas la même chose qu'acheter les produits qui sont obtenus sans irrigation. Mais ça, c'est déjà des chaînes beaucoup plus complexes. L'influence la plus directe, c'est comment mieux gérer l'eau potable. Question suivante. Est-ce qu'il faut légiférer pour intervenir plus en amont au niveau de la consommation ou les prélèvements d'eau privés ou par des particuliers, pour avoir un effet de pilotage? Oui, moi je dirais oui. Il faudrait d'abord savoir combien d'eau est prélevée en dehors de l'eau potable et ensuite il faudrait voir s'il y a lieu d'intervenir, de légiférer, de réglementer. Et si réglementation il doit y avoir, on pourrait se demander comment cette réglementation doit se faire. On peut le faire par des interdits ou alors en modulant le prix de la ressource. Par exemple, on pourrait également sanctionner ou piloter rapidement une consommation excessive d'eau en modulant le prix. Mais je suis d'avis que oui, il faut connaître davantage et il faut sans doute intervenir davantage. On n'en sait pas assez pour l'instant. Bon, vous avez une vaste expérience au niveau de la ressource hydrique et vous avez l'impression que la Suisse est en retard. Je crois que c'est une impression qui est tout à fait vérifiée. Est-ce que vous avez une idée du laps de temps qu'il faudra pour qu'on s'adapte? Il faut une évolution des mentalités, mais pas que. En 2012, il y a eu le programme national de recherche pour l'utilisation durable de l'eau. Depuis, on parle plus souvent de l'eau, donc ça fait 9 ans qu'on a commencé à réfléchir concrètement au niveau de l'utilisation de l'eau. Donc d'ici 2030, on devrait pouvoir avoir à progresser, mais au plus tard, en 2030, on devrait savoir. Donc le plus tôt sera le mieux. Qu'est-ce que vous recommandez pour la planification en matière de gestion des eaux entre les cantons? C'est
pas vraiment là que le gros problème se pose, à mon avis. Alors que les cantons qui devraient se concerter, ils le font déjà de toute façon pour les cours d'eau, il y a déjà une coopération intercantonale. Là où le bas blesse, c'est que l'eau est souvent une ressource locale et chaque canton a son propre cahier de charge, ses propres missions. Donc l'intercantonal, c'est pas vraiment un dossier prioritaire pour moi. Non, la plupart des problèmes, les cantons sont en situation de les régler eux-mêmes déjà. Et ce qui relève pas du cantonal, il faudrait que ce soit l'échelon fédéral qui prenne le relais, à mon avis en tout cas. Allez, je prends une dernière question. Est-ce que du point de vue des publications et des littératures, il y a des approches scientifiques qui permettraient de pondérer les différentes utilisations faites de l'eau et quel utilisateur aurait quel droit en matière d'utilisation de l'eau? Non, la réponse est non, il n'y a pas de recherche là-dessus. Évidemment, il y a une réflexion qui dirait l'eau potable doit être prioritaire par rapport aux autres utilisations de l'eau, mais c'est mal vu, par exemple, par les milieux agricoles qui pensent que, par exemple, la culture agricole doit passer avant, par exemple, les utilisations récréatives de l'eau, les jardins, par exemple. Là, il y a un débat de société qui devrait se faire, et ce débat, il ne s'est pas fait jusqu'à présent. Peut-être qu'il faudrait qu'on impulse ce débat. Merci, Klaus Lantz. Petite pause jusqu'à 12h05, et ensuite, on va vous dire comment les différents produits, les différentes plateformes peuvent être consultés, utilisés, à quoi peuvent servir ces données. On se retrouve dans 10 minutes. À toutes.